Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse bouddhiste pour la première des deux émissions que nous consacrons à un grand maître japonais du XVIIIe siècle, Jun Sonja. À la fois érudit, ascète et promoteur d'un courant non sectaire de retour aux sources des enseignements du Bouddha. Si celui-ci a été influencé par le zen, il a également marqué un certain nombre de maîtres bouddhistes, le principal étant Kodo Sawaki, le maître de Teizen Deshimaru. Nous allons nous arrêter aujourd'hui sur sa vie, avant de nous pencher plus en détail sur son enseignement la semaine prochaine. Pourquoi est-il si important au Japon, encore de nos jours? Qu'en est-il de son enfance et de la manière dont s'est déroulée son entrée dans le bouddhisme? En quoi consiste le mouvement qu'il a lui-même créé? Et quelle en est sa particularité? Je vous propose de retrouver notre invité pour répondre à toutes ces questions. Éric Romuluère, bonjour. Bonjour, Aurélie Godefroy. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Alors, je rappelle que vous êtes disciple de Jun Sonja, le maître à qui nous consacrons ces deux émissions, pratiquant et enseignant du zen, bouddhiste engagé, et vous développez un projet de vie écologique et communautaire dans le sud de la Sarthe, le refuge du Plessis. C'est entre Le Mans et Tours. Alors, Éric Romuluère, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter Jun Sonja ? Alors, merci vraiment de me laisser l'occasion de parler de ce maître qui est peu connu encore en Occident, à la fois parce qu'il y a peu de traductions de ses ouvrages, mais c'est un maître essentiel dans le renouveau du bouddhisme au Japon au XVIIIe siècle. Donc, il vit à cette époque, il mourra de mémoire en 1804 à l'âge de 86 ans. Donc, sa vie se place dans ce moment très particulier où, au Japon, c'était une époque de bouleversements importants, politiques, sociaux, économiques et religieux. C'est un moine et, avant tout, c'est un réformateur bouddhiste. À cette époque, il y a un sentiment vraiment que le bouddhisme est un peu en perdition. Et dans toutes les écoles bouddhistes, mais vraiment toutes, il y a des réformateurs qui vont apparaître et tous ont en commun comme toute réforme, c'est de revenir à des enseignements originels. Par exemple, dans l'école Zen Soto, on va redécouvrir l'œuvre de Dogen, qui était presque perdue à cette époque. Mais Jun Sonja a quelque chose d'original parmi tous ces réformateurs, c'est qu'il est le seul à dire « ne revenons pas aux enseignements d'un des fondateurs du bouddhisme au Japon, mais revenons à l'enseignement du Bouddha lui-même. » Alors, nous verrons plus en détail de quelle manière, justement, Jun Sonja s'y prendra. Mais j'aimerais savoir, Éric Romuluère, comment vous-même, vous avez rencontré ce grand maître? Alors, c'est toute une histoire et pour moi, ça me touche beaucoup parce que là, c'est vraiment des expériences du cœur. J'ai commencé à pratiquer la méditation en 1978 avec Taizen Deshimaru, dont j'ai reçu l'ordination de moine. Tout au début, voilà, j'entendais qu'il parlait Jun Sonja disait, sans vraiment trop expliquer, expliciter. Donc j'étais intrigué. Et puis je découvre au fur et à mesure des mois et des années qui passent qu'en fait Taizen Deshimaru avait une vénération toute particulière pour l'habit monastique qu'on appelle le kessa, qui se porte sur l'épaule gauche. Et il utilisait la tradition, la manière de faire et l'approche de Jun Sonja pour composer, pour fabriquer des kessa. Et pour lui, c'était quelque chose de très important de transmettre. Et derrière ça, c'est finalement nécessairement aussi parler de son propre maître. Oui, Kodo Sawaki. Voilà. Et ce maître était quelqu'un qui vraiment était complètement radical dans son approche à la fois de la méditation, de la pratique de l'enseignement bouddhiste. Et lui-même, ce maître Sawaki avait voulu, à un certain moment de sa vie, approfondir l'enseignement de Jun Sonja. Et par exemple, moi, j'ai fait mon premier voyage au Japon, c'était en 1988, et j'étais parti avec des disciples de Taizen Deshimaru, on était 5-6, et
on a commencé à pratiquer avec des disciples de Sawaki. Et puis à un moment, ils nous ont dit, si vous voulez, on peut aller dans le temple de Jiun Sonja. Encore à cette époque, pour moi, c'était encore très, très mystérieux. Et puis, on a dit, d'accord. Et puis, c'était très touchant. C'est comme, en fait, comme ce maître dont on va parler, est un maître très important, le responsable du temple refusait toutes les sollicitations. Donc, quelqu'un qui voulait aller dans ce temple ne pouvait pas y aller. Et il avait accepté. Et en fait, on pensait y aller à 3, 4, 7, 8 personnes. Et d'un seul coup, les disciples de Sawaki avaient affrété un car pour aller dans ce temple. Et pour moi, c'était une vraie rencontre de se découvrir un temple qui semblait hors du temps et qui nous permettait de toucher cet enseignement et de voir 20, 30 personnes qui étaient vraiment dans une véritable ferveur. Donc pour moi, ça c'est un moment important et de m'intéresser plus profondément encore à l'enseignement de Jiun Sonja. Alors d'ailleurs, vous avez une anecdote savoureuse à nous raconter, Éric Romuluer. Oui, c'est-à-dire que Sawaki, donc c'est un moine de la tradition Zen Soto. Déjà, quand il est jeune, il est déjà très connu. C'est quelqu'un qui a une personnalité très forte, comme avait par exemple Taisen Deshimaru. Et puis, il avait une trentaine d'années. Il est invité à à un enterrement. Et puis, il y a des moniales qui sont là. Et lui dira, c'est un des moments déterminants de ma vie, de voir ces femmes, c'était 2 femmes, qui portaient le kessa, mais pas le kessa qu'il avait vu comme d'habitude. Et elles dégageaient quelque chose de merveilleux, à la fois de dignité, de beauté. Et lui était complètement estomaqué et il dit, mais qui êtes-vous? Parce qu'au Japon, l'habit fait le moine. Et donc, on reconnaît à la robe l'école. Et il ne reconnaissait pas. Donc, il dit, on est des disciples de Jiun Sonja. Et il commence à sympathiser. Et en fait, elles vont l'inviter aussi dans son temple. Il va donner des enseignements zen, parce qu'il y a aussi une certaine porosité entre le zen et l'enseignement de Jiun Sonja. Et à un moment, elles vont lui dire, mais est-ce que vous pourriez pas enseigner sur Jiun Sonja? Et là, il va commencer à rentrer dans ce monde de Jiun Sonja, et il est très surpris parce que c'est un érudit, et il ne comprend pas. C'est-à-dire que son érudition ne suffit pas. Voilà, en tout cas, c'est un moment crucial dans sa vie. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir assez rapidement sur son enfance et son entrée dans le bouddhisme, Éric Romuluer, pour bien comprendre ensuite les mouvements qu'il a créés? Il a un parcours, alors je ne sais pas s'il est original, mais en tout cas, il est particulier, en tout cas pour nous. Il est d'une famille de samouraïs. Et son père va lui donner une éducation de cette époque où on apprend les lettrés chinois, le confucianisme ou la forme confucianiste telle qu'elle se faisait à cette époque au Japon. Une solide éducation qui a une tonalité rationaliste et qui est presque anti-bouddhiste. Et sans que son père soit vraiment un anti-bouddhiste, lui, enfant, il développe une aversion pour le dharma. Ouais. Et subitement, son père meurt alors qu'il a 12 ans. Et son père, sur son lit de mort, dit « Mon fils, il faudra que tu deviennes un moine bouddhiste. » Alors là, c'est le choc pour l'enfant parce que pour lui, il veut tout faire sauf ça. Et en fait, dans son univers d'enfant, il se construit un schéma de vie en disant « Ah, ok, je vais aller faire le moine et comme ça, je pourrais mieux comprendre le bouddhisme pour être en capacité de pouvoir démonter cette religion superstitieuse. Alors, ce qui l'amènera à créer un mouvement non sectaire. Oui, alors, dans tout son parcours, c'est-à-dire qu'il va tout d'abord être envoyé dans un petit temple qui appartient à une toute petite école, qui sera quand même le ferment de tout son itinéraire. Donc c'est une école qui s'appelle Shingon Ritsu, qui est à la fois une école tantrique, le véhicule de diamant, qui est un peu l'équivalent du bouddhisme tibétain au Japon, notamment l'utilisation des mantras, des mudras, etc. Mais qui
met l'attention sur les vinayas, c'est-à-dire les codes disciplinaires, avec cette originalité qu'au Japon, à son époque, aucune tradition bouddhique ne suit les codes disciplinaires anciens. Il n'y avait que cette toute petite école où ils étaient quelques dizaines de moines. Donc ça, c'est quelque chose de très original. Et alors ça, c'est tout peut-être on va un peu vite, un peu rapidement. C'est-à-dire que la création il va vraiment toujours depuis quasiment adolescent avoir cette vision à travers donc l'enseignement de son maître, c'est que l'enseignement du Bouddha se trouve aussi dans ces anciens codes disciplinaires indiens. Voilà. Donc pour lui, c'est vraiment essentiel. Alors je crois que c'est important aussi de mentionner que c'était quelqu'un de très érudit, qui menait de très grandes retraites en solitaire et qui joue aussi un rôle important auprès de l'empereur. Oui, alors il est un peu touche à tout. C'est-à-dire qu'il est, même s'il va passer une grande partie de sa vie dans un ermitage, il va notamment faire une retraite tout seul, où il va rester 13 ans, qui sera donc quelque chose de très déterminant aussi dans sa vie, mais il va avoir une véritable audience. C'est-à-dire que, à la fois, il est sans doute très charismatique, son approche, qui a priori pourrait penser qu'il appartient à une petite école, il n'y aura pas beaucoup d'audience, ça va toucher beaucoup de moines qui vont s'assembler autour de lui, et donc, à un certain moment de sa vie, donc il va créer, alors c'est assez jeune, il a environ 25 ans, il va avoir cette envie de créer un mouvement, pour lui, non sectaire. C'est-à-dire c'est ce qu'on a déjà vu, Éric Romulière. Et par rapport à l'empereur, donc qu'en est-il ? Alors l'empereur, ça c'est plutôt vers la fin de sa vie, il va avoir une vraie audience. Donc il est dans la région d'Osaka, pas très loin donc de Kyoto, et un certain nombre de ses disciples sont en relation ou issus de la cour. Et comme il va avoir une telle audience, il va finalement trouver un écho auprès de l'impératrice. Et à un moment donné, il va être question de ordonner, c'est-à-dire de donner des préceptes bouddhistes à l'empereur. Alors, comme l'empereur est un personnage trop sacré pour que ça se passe comme ça, en fait, ça va se faire d'une manière symbolique. Donc, c'est un haut dignitaire qui va le recevoir à sa place, et on va mettre un coussin sur lequel il y a le portrait de l'empereur. Mais symboliquement, on dit que l'empereur a reçu les préceptes de Gyonzonja. Par contre, l'impératrice recevra en personne les préceptes bouddhistes. Alors, dans quelles circonstances a-t-il terminé sa vie, Éric Romulière ? Il était sans doute assez vieux, donc il meurt à 86 ans. Sur le dernier de sa vie, il s'était retiré dans un petit temple. Et toute sa carrière littéraire, etc., se situe en amont. Il va terminer sa vie dans un temple qui s'appelle Amidaji, près de Kyoto. Voilà. Et nous verrons donc la semaine prochaine quels étaient ses enseignements et son héritage en quelque sorte. Merci infiniment, Éric Romulière. Oui, merci. Et si vous souhaitez en savoir plus, voici quelques livres que nous vous proposons. Tout d'abord de notre invité, publié tous les deux aux éditions du Seuil, Le bouddhisme engagé. Éric Romulière en retrace l'histoire et présente les différentes figures et orientations de ce bouddhisme engagé. Un ouvrage qui propose également une réflexion bouddhique sur le monde d'aujourd'hui et ce qu'il réclame de l'homme. Ainsi que S'asseoir tout simplement, un livre concret et profond, indispensable sur la voie d'une méditation authentique. Et enfin, Le bouddhisme japonais d'Emile Steinhilber-Oberlin aux éditions Le Prunier Sully, un ouvrage de référence qui présente de façon très claire les doctrines philosophiques des différentes écoles du bouddhisme japonais, ainsi que leurs fondateurs et leurs principaux temples. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant un mois sur France TV. Nous vous souhaitons un très, très beau dimanche et nous vous retrouvons la semaine prochaine avec joie pour la suite.